Je ne m'attendais pas à ça sous cette forme-là. On peut penser que sur l'Est, à cette époque-là, je parle, avait du matériel rustique. En réalité, ils avaient du matériel solide. Non, mais c'est peut-être un titre de film. C'est Star Wars. C'est de Star Wars. Et donc, je me suis engagé. Bonjour à tous et bienvenue dans le Temps d'un verre, l'émission où l'on trinque avec ceux qui font bouger le monde, où on reçoit des personnes avec des parcours atypiques, des métiers intéressants, ce qu'on va voir du coup aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Alice. Aujourd'hui nous recevons Patrick qui est un ancien militaire. Alors installez-vous confortablement, servez-vous à boire et c'est parti pour une nouvelle édition du Temps d'un verre. Bien, alors avant de commencer, je présente juste ce qu'on va pouvoir déguster, donc qui est Prenne le Vieux, donc Paradis, donc un rosé assez léger qui devrait normalement convenir. Voilà, je vous laisse. Alors Patrick, est-ce que vous connaissez un petit peu le concept de l'émission ? Vaguement. Alors aujourd'hui on vous reçoit pour que vous puissiez nous parler un petit peu de votre métier, donc vous êtes un ancien militaire et le but de l'émission c'est d'échanger sur votre parcours tout en dégustant, que ce soit c'est une émission assez conviviale, donc en dégustant, voilà, aujourd'hui on part sur un rosé. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, comment ça a commencé, pourquoi se diriger vers cette voie, pas une autre? C'est quand même un métier assez atypique, donc... Il faut dire, j'ai commencé, c'est que j'étais jeune, très introverti, jusqu'à ce que je tombe sur un professeur qui était maire aussi du village où j'habitais, qui faisait beaucoup pour la jeunesse, et j'ai découvert un sport qui était la lutte au départ. Et ça m'a fait sortir de ma coquille. Il y avait des résultats au bout. Et c'est à partir de là que j'ai un peu commencé à penser, j'étais en 5e à l'époque, sur le fait d'avoir un uniforme sur le dos. Et sur le départ, c'était parti dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une adolescence peut-être un peu compliquée, je vais dire, enfin un peu dure, c'est de faire CRS. D'avoir cet uniforme. C'était ce que vous vouliez, c'était initialement vous vouliez être CRS. Voilà, enfin c'était surtout un uniforme. Mais le fait de CRS, parce qu'à l'époque, il faut penser qu'il y avait 68, 69, moi, à ces époques-là. Et je suis parti là-dessus, mais chez un professeur, je dois beaucoup, je vais dire, à certaines personnes que j'ai rencontrées, qui avaient dit c'est pas ça qu'il te faut, etc. Et donc, il m'a parlé de l'armée de l'air. Et il se trouve qu'ensuite, cette adolescence continuant, je trouve les petites copines aussi, et qui était à côté de la base aérienne de Dijon, où j'habitais à l'époque. Et j'ai été franchement conquis. Donc j'y allais régulièrement, et pour la petite copine, mais aussi pour les mirages, et pour les mirages qui décollaient. Donc c'est là que ça s'est fait. Et ensuite, c'est rentré dans ma tête. Donc, vous avez dit c'est là, je veux faire ça. Voilà. Et donc, je me suis engagé le 23 septembre 1974. Et vous aviez quel âge du coup exactement? Je suis né en 55, donc j'avais 19 ans. Je suis parti à Nîmes pour faire une formation militaire. Et en janvier 75, je suis arrivé sur la base aérienne de Rochefort pour une formation technique de 1 an. Qui a fait de moi un mécanicien hertzien. On va dire, est-ce que vous avez vu l'évolution au cours de votre vie dans l'armée, l'évolution de l'armée? Est-ce qu'il y a eu une évolution, je sais pas, dans l'état d'esprit, dans le matériel, j'imagine, et puis... voilà. Le matériel, oui. L'état d'esprit, certainement. Je suis arrivé, donc quand je suis sorti d'école, je suis parti à Metz. Et là, je suis arrivé donc en 75, début 76, janvier 76, où je suis tombé dans un service technique de dépannage de matériel télécom. Et il y avait encore tous les anciens qui étaient là, prêts à partir à la retraite. Des anciens qui ont connu l'Algérie, qui ont connu encore aussi l'Extrême-Orient, et qui avaient, je ne vais pas dire une mauvaise mentalité, mais de ce que l'on peut connaître de pas très bons buveurs, par exemple, etc. Ça a bien changé ensuite. J'ai vu l'évolution là-dessus. Je suis parti dans une station hertzienne, ensuite vers Dijon.
Donc ça me rapprochait un peu de la famille, c'était un peu une récompense, je vais dire, d'un de mes officiers sur le moment, qui m'a posé problème puisque je venais de connaître mon épouse. Donc le fait de partir à Dijon n'était pas toujours quelque chose qui me tenait à cœur à l'époque, où on commençait à avoir des relations qui étaient, je vais dire, un peu sérieuses. Mais malgré tout, ça s'est fait. Est-ce que vous aviez peut-être des a priori avant d'entrer dans l'armée? Enfin, vous attendiez à quelque chose en particulier, puis au final, quand vous êtes arrivé, est-ce que ça a été différent de vos attentes? Oh, c'était une découverte totale. Pensez que quand je me suis engagé, j'ai signé sur la base aérienne de Dijon parce que j'étais à proximité, hein, mes parents habitaient à côté. J'ai pris le train le soir et on est arrivé à Nîmes vers les 23h. On s'est couché, on nous a attribué tout de suite une chambre. Et à 6h30 du matin, il y avait la trompette qui sonnait « Réveille-toi soldat, réveille-toi ». Voilà. Donc tout de suite dans une ambiance. Et tout de suite distribution d'uniformes, etc. Oui, ça a été, franchement, je ne m'attendais pas à ça sous cette forme-là. Mais il faut dire que je ne l'avais jamais imaginé. Oui. Je n'avais jamais pensé. On découvre et on découvre. Voilà, hein. Et le souvenir que j'ai en tant qu'anecdote, c'est qu'à l'époque, on passait pour recevoir un uniforme et on passait chez le comptable. Et on a reçu chacun, et je m'en souviens, 400 francs. 400 francs à l'époque, c'était voilà notre salaire. Il faut savoir qu'on n'avait pas grand-chose parce qu'on avait une année qui était consacrée aussi au service militaire. Mais c'était la première fois que je touchais quelque chose en tant que... C'est les premiers salaires. Ouais, premier salaire. J'avais eu quelques salaires dans les travaux d'été, ce genre de choses. Ouais, mais ok. Ah bon, on peut peut-être... Bon, du coup... Santé. Ouais, Chine. Santé. On l'a mérité. Mais c'est intéressant tout ça, mais c'est vrai que... Et du coup, l'évolution de la... Comment ça a évolué? Parce que, étant donné qu'il y a eu 3 phases, de ce que j'ai compris, comment on est passé de cette première phase à la seconde? Donc, il y a ce côté technique. Déjà, je suis arrivé, moi, sur Metz, mais dépannage, c'était du matériel, ce qu'on appelle du matériel à tube. Vous n'êtes pas une génération à avoir connu ça. Ensuite, il y a eu le transistor, il y a eu les circuits imprimés. Et puis ensuite, voilà, il y a eu une révolution technologique et j'ai connu toute cette phase. Donc à cette époque-là, à Metz, j'y ai rencontré ma femme et il y arrive un moment où elle était mutée. Elle était mutée sur la base aérienne d'Évreux, pour lesquelles j'avais un seul poste possible dans ma spécialité. Il y a une seule place que je n'ai pas pu avoir. Donc je suis allé sur Paris, Fort de Montmorency et la base aérienne du Bourget. Dès que j'ai pu, j'ai fait un rapprochement pour prendre cette station hertzienne qui était sur la base aérienne. On y a fait notre premier enfant. Et la mutation à l'île de la Réunion. D'accord, ouais, là on change de... Seulement, on change tellement. Vous êtes muté. Oui, j'ai fait moi 1 an, en gros là-bas, 1 an et demi. Et comment vous l'avez vécu cette mutation, de vous dire que bon pendant... Vous savez, quand on est jeune, hein, c'est l'aventure. Puis quand on vous parle de l'île de la Réunion, vous savez, il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que vous diriez que c'est un métier qui est facilement conciliable du coup avec le côté vie de famille, ou est-ce que ça peut être compliqué par moment? Ça peut être compliqué pour certains. J'ai découvert parce que quand j'ai connu mon épouse sur Metz, c'était une première promotion féminine qui arrivait. Grosse promotion d'une 30aine de filles. Elles avaient leur formation à Caen, elle à l'époque. Et donc il a fallu aménager quand même la problématique qu'engendraient des couples de militaires. Donc l'armée, surtout l'armée de l'air, a fait quand même pas mal de choses. Et quand c'était possible, les rapprochements familiaux se faisaient. Par contre, tout n'était pas faisable, ce qui fait que quand on est parti à La Réunion, ma femme a pris un congé sans solde. Donc elle est restée, on est resté 2 ans. Elle est venue avec vous Ah oui, elle est venue là-bas, oui. Et ça, dans une carrière, ça, c'était le côté, je vais dire positif, parce que c'est 2 ans de bonheur. Je me suis lancé dans la plongée sous-marine. Le travail n'était pas quelque chose de très conséquent, je vais dire. Et vous parliez des femmes justement dans l'armée, vous disiez que c'est une nouvelle équipe, vous avez parlé d'équipe qui venait d'arriver, une équipe féminine, c'est ça? Oui, c'était ça. C'est-à-dire que l'armée de l'air n'avait pas beaucoup de personnel féminin et c'est à cette époque-là que ça a commencé. Et c'était, on va dire,
À cette période-là, effectivement, les menaces, les problématiques qui pouvaient être amenées à la France, à l'armée, se tournaient surtout du côté de l'Union soviétique ou d'autres choses. Enfin, Absolument, les pays de l'Est. Hein. Mais on a connu la fin. Son commandement à elle voulait la muter sur l'Allemagne. Moi, je n'avais pas de poste en tant que mécanicien, puisqu'il n'y a pas de base aérienne. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire un changement de spécialité. Je suis parti à Rochefort, à nouveau, pour une formation technique et l'INT. C'est donc, pareil, l'enregistrement de données techniques, les analyser pour avoir de l'information. Notre mission à nous, c'était d'enregistrer des signaux, de les décortiquer, de façon à voir à quoi ils servent. On peut même faire de l'analyse d'unités au travers de tout ce qu'il y a. Et on était muté ensuite sur la frontière tchèque. Donc c'était des stations d'interception, vous voyez les grosses antennes, qui étaient sur des sites qui étaient communs avec les Allemands ou avec les Américains qui étaient là-bas sur place. Ils avaient exactement le même boulot que nous, savoir ce que faisait l'autre et puis qu'est-ce qu'il y avait en tant qu'électromagnétique qui circulait. Et mon épouse, dans le cadre de ses fonctions, elle faisait de la traduction, du suivi des avions, voilà. Et à cette période, avant la chute du mur, la fin de la guerre froide, on va dire, sans rentrer forcément dans les détails, mais est-ce que de l'autre côté, du côté Est, il y avait vraiment des ressources? Est-ce que l'Ouest, entre guillemets, avait une vraie avance sur le plan technologique ou du renseignement? Ou est-ce que les Russes, tout le bloc de l'Est avait... Non, le bloc de l'Est surtout avec l'Union soviétique, oui, il y avait des moyens. Ils avaient des éléments dispersés sur toute cette Allemagne de l'Est, et avec du matériel qui était, qui était correct, mais pas avec la même façon de voir les choses. C'est-à-dire que on peut penser que sur l'Est, à cette époque-là, je parle, avait du matériel rustique. En réalité, ils avaient du matériel solide. Okay. Ils avaient du matériel solide. On pouvait trouver sur des avions grands porteurs, se déplacer avec des équipements qui nous paraîtraient, obsolètes. Mais non, mais ils fonctionnaient. Fonctionnait. Et donc il y a eu cette ouverture du mur ensuite, donc on a commencé à dissoudre les unités qui étaient sur place, et donc il a fallu faire une mutation sur la France. Du coup, là on est en 2005 au niveau de votre carrière. Est-ce que vous avez constaté, vous, une évolution au niveau des postes, au niveau de l'importance que les femmes ont pu prendre, par exemple, les postes dans l'armée ? Oui, bien sûr. L'armée de l'air, peut-être plus que d'autres armées, a bien pris à bras-le-corps ce problème féminin. Et vous avez des femmes pilotes de chasse qui avaient quand même pas encore une égalité en nombre, je vais dire, mais ce démarrage qu'on a vu nous apparaître sur les années 75-76 avait pris franchement de la hauteur, je vais dire. Alors, donc ce petit jeu, je vais pouvoir développer, donner quelques noms d'opérations, il faudra essayer de nous dire si c'est une opération qui a vraiment existé ou non. Alors, je commence avec la première. Opération Force G. Ça ne me parle pas. Effectivement, c'est faux. Opération Serval. Oui. Effectivement, en 2013. L'opération Scooby-Doo. Ça ne me parle pas. Si, elle a existé. C'est une opération en Algérie en 1950. J'ai trouvé le nom assez... Je ne suis né que 5 ans après. L'opération Tempête du désert. Oui. Effectivement. Opération Nightfall. Oui. Non. Fictive. Ou alors, peut-être qu'elle a vraiment existé, mais qu'on ne l'a pas trouvée. Non, mais c'est peut-être un titre de film. C'est Star Wars. C'est de Star Wars. On a ensuite l'opération Cobra. Le nom me parle, mais elle remonte. Mais elle existe, effectivement. C'est une opération 44. Et la dernière, l'opération Nœud de fer. Je ne connais pas. Effectivement, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas non plus. Non, voilà, vous êtes très bien sortis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu une journée type? Alors, je pense que les journées, on va dire, sont jamais les mêmes dans ce domaine, mais une journée type dans l'armée, en 1 minute à peu près. Journée type, ça sera dans le cadre de ma fonction. On se lève le matin, souvent c'est des régimes de travail, journée repos, jour travail, etc. C'est beaucoup répondre au téléphone, c'est guider quand c'est le cadre du dépannage. Quand c'est pour le renseignement, quand vous êtes sur des consoles par exemple, c'est voir des signaux qui s'affichent, c'est très graphique, de voir à quoi ça correspond, faire des comparaisons avec des
des bases de données, retrouver les caractéristiques du signal en question, voir s'il était connu, enregistrer s'il y a besoin. Ça peut être aussi sur des bases extérieures à l'étranger, avec des étrangers. Dans ce cas-là, on se plie au rythme de travail de ces étrangers. Mais ça sera toujours dans le cadre du renseignement, de la recherche, soit de la recherche. Donc on enregistre, on met une signature dessus, ou alors si on ne peut pas mettre la signature, on va la mettre à disposition de ceux qui sont chargés de trouver ce qu'il y a dedans. Il y a comme partout ensuite le repas de midi, il y a toujours très bien mangé dans l'armée de l'air, que ce soit de la marine encore mieux, sur les bateaux de la marine. Enfin là-dessus, on n'est pas en retard. D'ailleurs, vous savez que les rations de guerre françaises sont très recherchées et sont même échangées 2 contre 1 avec les armées étrangères, parce que ce sont toujours des repas préparés par des grands maîtres cuisiniers. On a toujours une bonne réputation. Toujours bon là-dessus. Et sinon, c'est entrecoupé aussi, quand on est sur une base aérienne, de cérémonies. Quel conseil vous pourrez donner à des jeunes, une personne qui souhaite s'engager dans ce domaine-là, ou plus généralement dans l'armée, mais Dans l'armée en général, c'est avoir quand même une certaine attirance. Il ne faut pas s'engager dans un métier qui soit juste pécunier, juste pour manger, parce qu'il y arrivera un moment, on va se lasser. Il faut avoir une attirance pour ce genre de choses. Donc alors le deuxième jeu, c'est assez simple. Je vais poser quelques questions, et voilà, c'est ça. Oui, Il faudra c'est ça. essayer de répondre par oui ou par non. Un militaire peut refuser une mission. Oui, tout dépend de son statut. Ok. Les femmes peuvent occuper tous les postes dans l'armée. De plus en plus. La discipline est plus importante que la force physique. Oui. On peut rentrer dans l'armée sans diplôme. On peut rentrer dans l'armée sans diplôme. Tous les militaires partent en mission à l'étranger. Non. Un soldat ne doit jamais exprimer ses émotions. Si. Il faut, bien sûr. On ne peut pas avoir de vie de famille en étant militaire. Elle est compliquée, elle peut être compliquée à certaines époques, mais les armées font aussi l'effort pour ça. On sent qu'il y a eu quelque chose au moment où vous avez parlé de l'expression des émotions. Est-ce que vous, il y a eu un moment, un passage dans votre vie où justement vous avez eu ce besoin vis-à-vis de votre métier d'exprimer et vous avez recherché peut-être une forme d'écoute que vous avez peut-être trouvé chez votre épouse qui du coup était dans le même milieu que vous. Est-ce qu'il y a eu, vous avez traversé un moment comme ça? Il y a eu, mais c'est pas, je ne vais pas dire que j'ai eu moi de grandes difficultés qui nécessitaient. Par contre, au fur et à mesure du grade que je prenais, j'avais donc des personnes à charge pour lesquelles j'étais obligé d'intervenir effectivement et qu'on sentait qui avaient besoin d'un support, vous avez etc. été l'oreille attentive en fait. Oui, bien sûr, ça fait partie du rôle du chef, ça dans tous les cas. Ici, c'est ma chambrée lorsque je me suis engagé en 1974. Là, c'est quand j'ai fait ma reconversion, donc je vous parlais de cette équipe de elle est jeunes. belle cette photo. Donc ça, c'est une tour française qui a été... Non, c'est une tour allemande. Une tour allemande. Mais on travaillait Mais dans vu qu'elle a les été mêmes... travaillée dedans... Puis il n'y avait plus d'utilité, puisqu'il y a eu l'ouverture du mur, il n'y avait rien de l'autre côté. Et je suis venu là aussi, j'ai vu la lettre... Ça, c'est du coup... Ça, des services de ce que je n'ai pas parlé, oui, ça, si vous voulez, c'est... J'ai pas parlé des missions que je faisais, mais les missions, c'en était une, par exemple, sur des pays exotiques, je vais dire. On voit très bien quand on voit l'image où est-ce que ça se passait. Je passe une belle carrière, ça, voilà. Vous avez donné votre vie pour l'armée en fait. Ah oui, bien sûr. C'est toujours, quand on a eu une vie très active comme ça, c'est de passer de cette activité à une retraite. Oui. Ouais. Donc j'ai trouvé d'autres éléments, puisque je suis maire maintenant. Mais voilà, il fallait trouver quelque chose, et puis c'est un peu une continuité, ça va très bien comme ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle interview. Merci d'avoir suivi Le Temps d'un verre. Allez, Trinquons. Il était bon. Excellent.